RMC, Apolline Matin. Face aux auditeurs. Il est 8h16, il est face à vous, Boris Cyrulnik est dans ce studio d'RMC pour vous répondre le plus directement possible. Il vient de remettre ce rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant, avec notamment la volonté d'un congé paternité plus long, d'un congé parental également plus long, d'un accompagnement des mères et de la dépression postnatale. Sur toutes ces propositions, vous nous appelez au 3216 pour interroger directement Boris Cyrulnik. On est tout de suite avec Aurélien, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélien, soyez le bienvenu sur RMC. Quelle est votre question à Boris Cyrulnik qui vous écoute? Pas forcément une question, c'est plus une affirmation dans tout ce qu'il dit. Oui. Moi, j'ai vécu par rapport à ma femme. Quand elle a accouché, j'avais que 11 jours. Oui. Elle a très mal vécu le contre-coup de la grossesse, l'accouchement. Elle a fait une dépression. Et moi, j'ai dû prendre un arrêt maladie directement, me mettre en porte-à-faux avec mon employeur. Et ça a été très compliqué. Voilà exactement le cas, Aurélien, qui montre que les femmes aussi ont besoin que l'autre soit là dans ces moments-là, Boris Cyrulnik. Voilà, on fait l'enfant à deux, statistiquement, et la présence de l'homme auprès de sa femme a un effet sécurisant. Et une mère sécurisée devient sécurisante pour l'enfant qu'elle porte. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, et parfois beaucoup de femmes, à cause de leur histoire, à cause de la société, la précarité sociale joue un rôle très grand dans la dépression post-accouchement et pré-accouchement, qui se développe beaucoup actuellement. Et le couple parental, lorsqu'il est bien coordonné, a une fonction sécurisante. Donc je pense que les femmes peuvent inviter, mais ça ne dépend pas forcément du mari, ça peut dépendre aussi de l'histoire de la mère avant qu'elle rencontre le mari. Si elle a eu une identité sexuelle difficile, elle aura peur d'être enceinte et elle va demander, elle peut chasser son mari, ça arrive, elle peut demander beaucoup à son mari, ça arrive aussi, mais là il y a un ajustement possible qui est faisable. Merci beaucoup Aurélien de votre témoignage. On est aussi avec Carolina qui nous appelle de Savoie. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Justement, comme vous expliquez, c'est sécurisant, cette relation mère et père. Là, je suis dans une situation, en fait, je suis la grand-mère, mais ma fille, elle avait perdu son mari, son compagnon, et juste après le confinement, donc ils ont vécu ensemble pendant le confinement, et après il y a eu un décès, et du coup l'enfant, il est dans une demande incessante du père. Comment on peut l'aider et accompagner une mère comme ça qui est toute seule maintenant? Boris Cyrulnik. Alors, la plus grande agression d'une jeune mère, c'est la solitude. Et notre société fabrique de la solitude. Quand j'étais gamin, une jeune femme mettait au monde un enfant entre 18 et 20 ans. Et aujourd'hui, c'est presque 31 ans pour la première maternité. Et notre société, les femmes se retrouvent seules, alors qu'elles ont été actives avant. Elle, l'enfant, la femme dont parle Carolina, a perdu son mari juste après la grossesse. L'enfant, du coup, est particulièrement en demande de sa mère. Comment accompagner cette mère qui vit à la fois un deuil et une très forte demande de l'enfant? Que dire? Oui, mais la fonction du père, c'est pas forcément l'amant. Ça peut être une grand-mère qui joue le rôle du père. Et une grand-mère peut avoir une fonction paternelle, c'est-à-dire que la fonction paternelle, c'est d'être près de la mère et d'ouvrir le monde de l'enfant. Donc si la grand-mère veut bien jouer le jeu, ça peut être une professionnelle, ça peut être une amie, ça peut être un autre homme. Dans ce cas-là, c'est la grand-mère qui peut très bien jouer le rôle de la fonction du père, c'est-à-dire sécuriser la mère et ouvrir le monde de l'enfant. Carolina, vous entendez ces mots de Oui. Boris Cyrulnik qui vous donne aussi à vous ce rôle? Oui, alors justement, on avait gardé l'enfant parce que du coup, la maman, elle s'est aménagée près de chez nous. Et j'ai gardé la petite fille avec mon mari. Et effectivement, j'ai trouvé un apaisement chez la petite fille. Elle pleurait plus parce que sinon, elle était en pleurs à chaque fois quand la maman elle est partie. Et du coup, là, l'enfant, il s'est apaisé entre mon mari et moi, et quand on était toutes seules et qu'on s'occupait d'elle. Mais dès que la maman elle intervenait, elle a commencé à pleurer, et à un moment donné, je lui ai parlé à la petite fille et je lui ai dit, à ma petite fille, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ta maman, elle restera avec nous, elle est là, elle partira pas.
ne t'inquiète pas. Et je l'ai verbalisé un peu, je lui ai vraiment dit... Carolina, je vois Boris Cyrulnik qui sourit en vous entendant. Oui, parce que c'est une très bonne illustration de ce qu'il faut faire. S'il y a un accident dans la vie, ça arrive, et on sait que parler à un bébé, la neuroimagerie, les scientifiques montrent aujourd'hui que le simple fait de parler à un bébé stimule une zone précise de son hémisphère gauche. Donc il ne comprend pas forcément le contenu des mots, mais pour lui c'est une information très importante. On lui apprend à parler et on le sécurise, et on voit en neuroimagerie, on voit ce qu'on appelle le planum temporal, c'est-à-dire une petite zone temporale gauche qui se met à fonctionner intensément quand on parle au bébé. Donc il faut lui parler. Merci. Ce qu'il fallait faire. Merci Carolina pour votre témoignage et bon courage bien sûr dans l'accompagnement de votre fille et de votre petite fille. On est aussi avec Jérôme qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Jérôme. Bonjour Apolline. Votre question à Boris Cyrulnik qui vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Cyrulnik. Moi, je voudrais avoir votre avis sur les conséquences sur l'enfant des couples homoparentaux. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, par rapport aux études qui ont été faites ou par rapport à vous, ce que vous connaissez, est-ce que quelles sont les conséquences des couples homoparentaux sur les enfants? Et peut-être deuxième sous-question, est-ce qu'il y aurait-il une différence pour un enfant d'avoir deux papas ou deux mamans? Est-ce qu'il y aura une différence par rapport au développement voilà. Merci Jérôme. Boris Cyrulnik. Alors c'est une question fondamentale. La réponse aujourd'hui est beaucoup plus claire. C'est que il n'y a pas de différence. À l'âge de 20 ans, il y a exactement le même chiffre de troubles psychologiques chez des enfants élevés par des couples homoparentaux ou par des couples hétérosexuels. Il y a des troubles, mais ni plus ni moins que dans les deux populations. Donc on sait que ces enfants-là ont besoin d'une image prioritaire. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Statistiquement, c'est une femme, parce que c'est elle qui porte les enfants. Mais la deuxième image nécessaire, c'est une autre image, une autre base de sécurité. Dans notre société, c'est l'amant qui devient père. C'est pas le cas de toutes les sociétés. Dans les sociétés africaines, c'est le frère de la mère qui est considéré comme le père parce que c'est lui qui est responsable et qui s'attache à l'enfant. Celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore, celui qui a fait le coup, c'est l'amant, c'est pas le père. Donc ça dépend beaucoup d'organisation sociale. Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir répondu à toutes les questions que l'on se pose ce matin. Merci d'être venu dans ce studio d'RMC. Merci à vous et je rappelle donc votre rapport sur les